Labeur. Il est essentiel d'être patient. Trop souvent, dans notre société rapide et technologique, nous voulons que les choses arrivent ici, maintenant, tout de suite, sans plus attendre. Je n'ai pas le temps. Il faut que ça se passe. Mais les choses ne se passent pas lorsque l'on le désire. Les choses se font lorsque nous avons travaillé, lorsque nous avons fait l'action, l'agir par soi. C'est cela l'indépendance, l'agir par soi collectif, en tenant compte des autres, en tenant compte de cette responsabilité qu'il incombe d'être discipliné, de savoir où l'on va pour que demain nous appartienne. Merci. Très correct, ce texte improvisé. Donc, je vais aller un peu d'ailleurs dans le même sens. Je m'appelle Thierry Vincent. Je vais vous faire une espèce de rétrospective de mes impressions sur l'Assemblée du Nouveau Mouvement Québec le dimanche dernier, le 21 août. J'ai divisé ça en 4 grands thèmes qui se sous-divisent en 2 thèmes. Alors, bon, première catégorie, les guerres de clochers. J'ai assisté là, et c'était normal, c'était ce qui était annoncé, en une espèce de, on peut schématiser ça comme ça, une guerre de clochers sur le destin du PQ. Qu'est-ce qu'on fait avec le PQ? Alors il y a eu une tendance, le PQ vaut plus rien, jetons-le aux poubelles, et à l'autre extrémité, rallions-nous derrière le PQ. Ma réaction face à tout ça, malheureusement, j'ai pas de réaction. C'est-à-dire que je pense que monsieur, rappelez-moi pourquoi, excusez-moi. Réal. Ce que Réal vient de dire, bon, est plus avancé que ce que je peux dire sur cette réaction-là. Effectivement, il y a une question de... Il faut réfléchir à des moyens de se regrouper. On n'en est pas là encore. Je ne sais pas encore par quel angle il faut passer. Le seul truc qu'il faut se demander, c'est à quel niveau de luxe on est encore. Je m'explique par une espèce de parabole. On est en train de mourir de faim. On a 4,5 $ dans nos poches. Il y a McDo qui offre un burger à 3,5 $. Il y a le commensal avec de merveilleux plats, avec des choix, mais il n'y a rien en dessous de 5 $. Est-ce qu'au niveau de ce qui arrive avec Charest, ce qui arrive avec le Parti libéral, on n'a plus le choix du luxe de nos opinions, ou est-ce qu'on a encore le choix du luxe de nos opinions? C'est ça qu'il faut transmettre à la population. Est-ce que ça va très très mal? Et là, arrêtez de niaiser et rallions-nous derrière un parti, que ce soit le PQ ou que ce soit, et ça c'était le parti dont on parlait sans en parler vraiment, Québec solidaire, ou est-ce que non, il faut encore que tout le monde vote selon sa conscience et tout ça. J'en ai parlé à quelques personnes cette semaine. J'ai parlé de lancer un mot d'ordre. Certaines ont réagi en disant c'est le meilleur moyen de disperser tout le monde. Si on commence à lancer un mot d'ordre, des gens vont avoir une réaction qui vont aller de l'autre côté juste parce qu'on leur lance un mot d'ordre. Alors, j'ai pas vraiment... Ma pensée, malheureusement, est floue sur cette question-là. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec Réal. Le PQ est extrêmement solide. C'est pas quelque chose qui est en train de mourir, qui va éclater comme une bulle de savon. Ils ont leurs opinions, ils ont leurs affaires. Une des choses possibles, c'est effectivement de continuer à créer un mouvement populaire et que ce mouvement-là, sans embarquer directement dans les partis politiques, offre une espèce offre une visibilité et que ça serve un peu de moyen de pression face aux partis qui disent OK, il y a 30 à 40% de la population qui se range derrière cette idée-là. Si on veut des électeurs, il faut voter selon la ligne de ce mouvement-là. Mais sans que le mouvement rentre dans le parti politique, parce que quand on rentre dans un parti politique, ben là, on est pris dans une espèce de logique électoraliste. Et c'est là qu'il faut commencer à mettre de l'eau dans son vin, c'est là qu'il faut commencer à diluer le message un petit peu. Deuxième point qui est revenu souvent, mais qui était plus ou moins prévu, le NPD en joue des bons. Bon, alors certains ont clamé que, heureusement qu'il y avait le NPD, que c'était encore le parti qui réussissait à avoir des idées progressistes et tout. D'autres ont dit que le NPD était complètement un mouvement complètement corrupteur et presque diabolique. Il y a une sous-question là-dessus. Qu'est-ce qui arrive avec
la notion d'avoir le Bloc québécois à Ottawa. Et ce que j'entends beaucoup sur le Bloc québécois, c'est le Bloc québécois, c'est fini, c'était une mauvaise direction, ça n'a pas marché, ça a duré 20 ans, puis ça a servi à rien. La seule réaction que j'ai, puis aujourd'hui, je vous parle de réaction presque épidermique là, à ce que j'ai entendu dimanche, c'est est-ce qu'on manque d'ambition ici, au Québec? S'il y a des places à prendre à Ottawa, prenons-les places à Ottawa. C'est pas une question de... Je ne comprends pas que des gens qui sont indépendantistes disent on va laisser un palier de gouvernement dirigé par d'autres. Si on est indépendantiste, tous les indépendantistes doivent prendre le maximum de sièges partout. Partout, c'est à Ottawa, c'est là, et c'est aux Nations Unies s'il faut les prendre aussi. Donc je pense qu'il y a une espèce de... Soyons conquérants un petit peu et puis, poussons un peu. Mais de reculer sur des points puis de dire, bon, Ottawa, on abandonne et puis on fait des choses. Oui, question? Ah, bon, d'accord. Bon, deuxième point. Il y aurait pu y avoir une guerre de clochers, selon moi, mais il y avait juste un bord, un clocher défendu, et l'autre clocher n'a pas eu de défenseur, donc il n'y a pas eu de discussion. On parle beaucoup dans le mouvement, on utilise des mots qui sont les mots « république » et « vote proportionnel ». Moi, je considère que ces mots-là sont des mots passe-partout parce que c'est des mots magiques qu'on ne discute pas et qu'on n'explique pas qu'est-ce que ça sous-tend. Quand on dit république, on n'a rien dit encore. Et je vais vous lire quelque chose. Définition du dictionnaire de qu'est-ce que ça veut dire république. Juste pour illustrer un peu devant quel désarroi je me trouve quand on m'assène la République, j'entends la République tout le temps. Une république est un État où la souveraineté appartient à la nation, dans une démocratie, ou à une fraction du peuple, dans le cas d'une aristocratie ou d'une oligarchie. La nation comprend des citoyens investis des droits politiques et des personnes qui en sont privées, selon un départ fort variable. Aristocratie et peuple peuvent exercer le pouvoir législatif par eux-mêmes, dans un gouvernement direct, ou par des assemblées élues, dans un gouvernement représentatif, investis d'un droit de contrôle sur le pouvoir exécutif, dans le cas d'un gouvernement parlementaire. Ils peuvent confier le pouvoir exécutif à un chef unique, un dictateur ou un président, ou à un organe collectif, un directoire ou un conseil fédéral. La forme républicaine est compatible avec la fédération, dans le cas des États-Unis ou de la Suisse, ou de l'unité, dans le cas de la France. L'organisation des pouvoirs et les droits des citoyens se diversifient donc à l'infini. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit république, on a dit un mot. Il faudrait commencer à définir beaucoup plus précisément qu'est-ce qu'on entend par système politique. Et quand on dit on veut changer le système politique, qu'est-ce qu'on veut précisément? Un citoyen, quels sont ses droits? Quelle va être sa démarche? Des choses comme ça. Et quand on utilise le mot république, soyons conscients que c'est comme si on disait État ou liberté ou ça. Et pour le vote proportionnel, ben c'est encore pire. Le vote proportionnel, les formules sont infinies aussi. J'ai l'impression, et ça Charlemagne l'avait déjà dit, qu'il faut s'entendre sur un vocabulaire et les définitions des termes utilisés. On utilise les mêmes mots, on n'a pas les mêmes idées derrière les mots. Il faut commencer à s'entendre sur quelque chose quand on utilise et faire attention aux idées reçues et aux mots passe-partout. Et dernier point, si vous le permettez, le système parlementaire britannique dans lequel on est une des plus vieilles démocraties qui existent sur la planète. L'idée et il n'y a qu'à changer le lieutenant-gouverneur, le gouverneur général par une autre institution qu'on mettrait à la place et on pourrait garder peut-être le même système. Mais je crains, mais encore là c'est discutable, que l'idée de dire, OK, balayage et république, ce soit encore le réflexe québécois qui est, je pourrais vous l'analyser dans une autre vigile, un réflexe selon moi de conquis, de toujours effacer, de toujours recommencer à zéro, de toujours faire la tabula rasa, de toujours tout casser et de dire on fait du neuf, il nous faut du nouveau. Si on n'a pas de nouveau, ça ne fonctionne pas. Bon. Dans cette optique-là aussi, certains ont dit le référendum, il faut oublier cette démarche-là, ça marche pas du tout. Ce que ça m'a inspiré, parce que je m'intéresse beaucoup aux contes et légendes et à la littérature populaire, c'est l'extrait d'un conte de Tijan que je vais vous faire. Tijan est un des héros de notre littérature populaire. Alors, ça va comme suit. Tijan et ses compagnons sont en bateau, explorent le monde, arrivent sur une île, dit on va explorer l'île. Marche sur l'île, trouve un château de géants. Dit on va explorer ça, ce château-là. Rentre dans le château. Ils
sont pas plutôt rentrés que la porte claque derrière eux. Bang! Ils entendent la voix du géant qui dit « Ah ah! Vous avez pogné mes petits maudits. À soir, je reviens, je vous mange toute la gang. » Petit Jean et ses compagnons sont pris dans le château. Ils disent « Bon, qu'est-ce qu'on fait? » Du coup, il y en a un qui dit « Regarde, c'est un gros foyer qu'il y a là. Les bûches pour le foyer, c'est des troncs d'arbres complets. On prend un des troncs d'arbres et on défonce la porte. » Alors, ils font ça, ils choisissent un bon tronc, ils prennent le tronc, ils s'approchent de la porte, ils foncent dans la porte, bang! Tout le monde revole, tout le monde tombe à terre. OK, on recommence. Ils reprennent le tronc, ils foncent dans la porte, bang! Là, ils ne revolent pas, le tronc tombe, manque leur écraser les pieds, la porte a une petite craque. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ça ne marchera jamais, ça. C'est ça ce que ça m'inspire, la réaction face au référendum. Une fois 40%, deuxième fois presque 50%. C'est fini, ça marche plus, on défonce plus. Excusez-moi, là, est-ce qu'on peut avoir un peu de persévérance et recommencer et recommencer et recommencer, et même si ça marche pas, continuer à recommencer? Il faut commencer à se dire que un truc comme un pays, c'est quelque chose qui transcende nos existences. Et là, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut se dire que même si ça n'arrivera pas de notre vivant, tout ce qu'on fait dans notre vie, ça sert à ce qui va arriver, ce qui va finir par arriver, ce qui est arrivé à ce qui commence, ce qu'on répète toutes les semaines ici. Il faut se battre, se battre, se battre sans arrêt et arrêter de dire « Ah, cette opération-là ne marche pas ». Il y a eu des avancées avec le référendum. Ça peut être une option. Je ne dis pas que c'est l'option idéale puis qu'il faut absolument rester avec le référendum. On peut faire aussi un vote référendaire. Il y a eu un argument à l'Assemblée qui dit il faut faire un vote référendaire parce que le référendum, on s'est fait voler les deux fois. Oui, mais je suis désolé, une élection peut tout aussi bien se faire tricher et se faire voler qu'un référendum. Il n'y a pas de garantie qu'une élection, on va être protégé plus que ça. Donc, que la solution, ça soit le référendum, que ce soit le vote référendaire ou n'importe quelle autre solution, l'important, c'est d'utiliser toutes les armes qu'on a et les utiliser sans arrêt. Vous me dites si je suis trop long, parce que là, j'ai l'impression de m'éterniser. Bon, d'accord, je continue. Troisième point, ce qui, selon moi, fait l'unanimité à une exception près, moi-même, où j'ai l'impression que tout le monde était d'accord. Et moi, j'écoutais ça et je disais non, moi, je me sens pas d'accord avec ça. Et c'est encore une question de discours et c'est encore une question de perception de nous-mêmes et de portrait qu'on a de la situation. C'est dans le discours de M. Breton qui a clamé au sujet des ressources naturelles que les Québécois étaient les seuls possesseurs des ressources naturelles qu'il y avait sur le territoire québécois. Là, je vais ressortir mon dada. Il y a 11 cultures au Québec en même temps qui étaient là avant que les premiers colons français arrivent. 11 cultures qui existent encore, 11 cultures qui sont dans des réserves, 11 cultures qui, et ça je l'ai entendu dans une conversation familiale, mais c'est à vérifier, qui font que si le taux de suicide au Québec est le plus haut dans le monde, c'est parce qu'on les comptabilise dans les calculs statistiques sur le taux de suicide mondial. Donc c'est parce qu'il y a énormément de suicides dans ces réserves-là qu'il se passe ça. 11 langues, 11 mémoires collectives, et ces gens-là, je m'excuse, selon moi, selon ma logique, ont le droit d'exister, et c'est même la clé. Ce qu'on fait aux Autochtones, de quel droit on dit les Anglais n'ont pas le droit de nous le faire. Et c'est ce qu'on fera de bien ou de mal aux Autochtones va nous donner les arguments pour ou contre, aller se retourner vers les Anglais et leur prendre le terrain. En tout cas, là, je pourrais élaborer d'autres fois là, pour aujourd'hui. Il y a eu aussi une autre affaire où un jeune est venu parler, est venu dire que le discours politique était quelque chose de trop compliqué et qu'il fallait simplifier le discours et puis, changer le message un petit peu. Là, encore une fois, j'en ai parlé aussi et mes impressions ont été approuvées par certaines personnes à qui j'en ai parlé. Il faut faire attention de ne pas niveler par le bas. La politique, c'est une culture. La politique, ça a une histoire millénaire. Il faut que les jeunes et les vieux aussi, qu'on n'a pas tous appris ce qu'il y avait à apprendre, il faut qu'on se cultive et qu'on apprenne des choses et qu'on affine notre intelligence de ces questions-là et notre culture de ces questions-là. Il ne faut pas commencer à niveler par le bas. On va faire la même chose qu'à l'école, où on ajuste les notes vers le bas pour avoir des gens qui passent. Désolé, là, la politique, c'est à un certain niveau. Montons au niveau, arrêtons de descendre la machine au niveau des gens qui disent « je comprends pas trop. » Bon, regarde, on va te donner des notions pour que tu apprennes, puis on va apprendre en même temps, parce qu'on sait pas tout, nous non plus. Non, mais c'est pas de la brunette, c'est pas un
Big Mac. C'est que c'est pas un Big Mac, la politique. C'est-à-dire que c'est pas du fast-food. C'est-à-dire que ce que la personne exprimait, c'était que puisqu'il n'y avait pas eu d'éducation chez les jeunes de ce qu'était la politique, il n'y avait rien à faire. Et donc, pour faire quelque chose, il fallait la rejoindre avec un autre langage ou une autre façon, une nouvelle approche et une autre façon d'exprimer les sphères de pouvoir puis qui se battent une contre l'autre. Puis, je veux dire, il parlait comme s'il était la seule génération qui n'avait pas eu d'éducation politique. Je suis désolé, mais moi, j'ai pas eu un cours de politique au secondaire. J'ai eu, en option, je pouvais aller prendre droit, j'ai pas pris droit. J'ai eu un cours d'économie, mais j'ai pas eu de cours de politique. J'ai eu un cours d'histoire, j'ai eu un cours de morale, j'ai eu des cours comme ça, mais je veux dire, lui, il parlait, là, en voulant dire, la génération montante n'ont pas eu d'éducation politique. Je n'en ai pas eu plus. L'éducation politique, je me la suis fait en vieillissant, en m'intéressant à ces choses-là, puis moi, je crois que c'est tant si intéressant qu'on apprend la politique, là, je veux dire, le langage politique et tout ça. Et je comprends l'idée de simplifier un peu le débat et tout ça, mais c'est parce qu'il me semble que ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on transforme un peu ça comme une caricature de ce que c'est la démocratie et des institutions qu'on a à respecter. Là, il me semble que c'est important de prendre ça au sérieux. Puis peut-être qu'il y a un langage à véhiculer, mais on n'est pas pour tomber dans le canal V, puis on n'est pas pour tomber dans les commentateurs de matchs de lutte pour être en mesure de rejoindre un public qui, de toute façon, s'y intéresseront pas tant qu'il n'y aura pas des pitounes de la F1 là, qui vont arriver. Là, puis d'ailleurs, dans le fond, tout ce qu'ils réclament, c'est que ce soit tout fait déjà d'avance et qu'il y ait juste à cocher un oui ou un non, que ce soit tout déjà expliqué. Non? Oui, non, c'est comme sur Facebook. C'est ça, les j'aime, je n'aime pas, j'aime, je n'aime pas. C'est parce qu'il y a un processus démocratique et puis je veux dire, c'est quelque chose qui... C'est de base, là, c'est de discuter, de mettre des idées de l'avant, d'être d'accord sur des idées par citoyen et puis des mouvements et tout ça. Puis il y a eu une histoire à ça et puis c'est des choses qui sont importantes à comprendre. Donc moi, ce que je dis, là, ce que je réponds à ça, là, c'est « Petit gars, va lire un livre. » Et un bon livre, tu sais. Mais arrête de te plaindre, de t'asseoir puis de dire « Ah, moi, je suis pas comme votre génération, j'ai pas eu toute cette éducation-là, donc c'est pour ça que je m'y intéresse pas. » C'est parce que, regarde, c'est l'avenir de ton peuple. Et que tu t'y intéresses ou que tu t'y intéresses pas, tu vas la subir. Et qu'on soit obligé de rendre ça un petit livre pour enfants. Là, il y a un gros méchant qui est arrivé, puis là, il a dit, c'est plus chez vous ici, puis, ou de faire des vidéos, ou de drôles, ou des trucs comme ça. Oui, il y a moyen d'expliquer les choses à plusieurs niveaux. Québec Oreille l'a démontré, puis de prendre des niveaux plus premier niveau et d'ajouter plein de degrés, puis d'expliquer quelque chose d'hyper compliqué. Puis finalement, qu'on le prend avec l'humour et tout ça. Je veux dire, eux autres ont été capables de faire ça. Il y a plein de méthodes de faire ça, mais de là à dire, écoutez, je vais vous arranger un discours qui rejoint tout le monde, c'est impossible. Les gens, en tout cas, je m'embarque trop là parce que c'était pas la structure qu'on voulait établir. Oui, ben, c'est ça. Mais bon, ben, ça a ajouté quand même de l'eau à mon moulin. Mais je veux dire que quand même, et ça c'est toujours dans les deux sens, il y a quand même une responsabilité et ça revient à quelque chose qu'on a dit à la vigile. Il faut qu'on mette des structures d'éducation populaire sur pied, que ce soit dans le cadre de la vigile ou dans le cadre du mouvement général indépendantiste. C'est un grand manque qu'il y a. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire aux jeunes, oui, on va te donner du pré-mâché, mais il faut offrir quelque chose et pour nourrir ces gens-là. Et c'est pas juste une question de jeunes non plus. C'est une question de plein niveau d'âge et de plein de gens à toutes sortes de niveaux. Cette personne-là disait ça, parlait au nom des ben, c'est jeunes. Ça. Ben, par principe, non, on ne simplifiera jamais le message. On va simplifier les étapes pour t'amener au truc, mais notre objectif ne sera jamais de transformer ça en lavasse et en purée, parce que la politique, c'est trop compliqué, puis il faut simplifier ça de manière absolue. La politique, comme la langue française, ça a sa richesse de ses complexités, de ses subtilités. Et il faut conserver ça, il faut amener les gens dans cette subtilité et cette complexité-là. Le dernier point, je termine là-dessus. Ce qui est intéressant d'amener à ça... Ici. Ce qui est intéressant d'amener cette question que le jeune pose, je veux comprendre, c'est déjà un pas en avant. Donc, dans ce sens, il n'y a pas d'indifférence à la situation politique actuelle. Il y a un questionnement. Il y a un questionnement et il y a des clés qui manquent. Et on veut ouvrir des portes. Mais ces portes-là ont été fermées pendant très longtemps et il faut les réouvrir. Ça, c'est intéressant ce que le jeune pose. Et c'est à nous,
À nous, ceux qui ont la connaissance, ceux qui savent, de la transmettre et pas la vulgariser, mais d'en donner des exemples simples. Maurice Séguin était un vulgarisateur extraordinaire pour ça. Il faut relire à ce moment-là ses œuvres et s'en inspirer. Il y a d'autres auteurs également. Et ça, c'est par la lecture, c'est par l'effort que nous arriverons à comprendre la situation actuelle. Merci. Je vais juste terminer pour qu'on passe à autre chose. Bon, le quatrième et dernier point, l'unanimité, peut-être réelle, peut-être pas, où là j'étais d'accord avec ce qu'il se disait dans l'Assemblée. Selon moi, en tout cas, même si c'est peut-être pas tout le monde qui était d'accord de manière... En tout cas, selon moi, le NMQ doit rester un mouvement. Vaut mieux que ce soit un mouvement et développer un mouvement indépendantiste. Et effectivement, se demander qu'est-ce qu'on fait avec les partis existants plutôt que de créer un nouveau parti. Et l'autre point, mais ça a été vaguement évoqué, on a commencé, et ça, les gens en parlent de plus en plus, dessiner le Québec indépendant. Commencer à décrire pourquoi on vote pour le référendum. Moi, depuis 30 ans, je suis dans la culture du grand soir, du party qu'il va y avoir dans la nuit d'après. Le lendemain matin, tout le monde se réveille puis on ne sait pas du tout où on est rendu. Quand quelqu'un va jusqu'à proposer que le PQ se dissolve le soir du référendum gagnant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lendemain, c'est les libéraux qui prennent le contrôle du Québec indépendant. Je veux dire, quelque chose il faut commencer à se dire, OK, le jour 2, le jour 3, le mois 4, l'année 8, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va organiser les choses? Et je pense qu'il faut qu'un parti indépendantiste tienne les rênes du pouvoir, ou qu'il y en ait 2 ou 3 pour qu'il puisse s'échanger la balle et que ça soit le moins de fédéralisme possible, pendant au moins les 15-20 premières années, le temps que le ciment prenne et que les gens soient habitués. Parce que dans les 5 premières années, c'est sûr que tu vas avoir une gang qui va dire « OK, référendum pour réintégrer le Canada tout de suite ». Donc, je pense qu'il y a un travail immense, exaltant, long, vaste, varié, qui est de commencer à dire le Québec indépendant, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est quoi le système politique qu'on veut? C'est quoi le pouvoir que les citoyens vont avoir dans ce Québec-là? C'est quoi les relations riches, pauvres, l'argent, les affaires, tout ça? En tout cas, beaucoup de choses à discuter. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Donc c'est ça, moi c'est vraiment l'idée que de la dernière vigile et puis le nouveau mouvement pour le Québec et puis les discussions qu'on a ici m'amènent à comprendre que c'est pas les gens sont pas vraiment, c'est-à-dire comprennent pas vraiment pourquoi ça prendrait une structure extérieure à un parti politique pour travailler dans l'avenir d'un peuple et tout ça. Et puis moi, la raison pourquoi je suis ici depuis le début, c'est à partir du dépôt du budget Bachand que j'ai réalisé que toutes ces institutions-là, et puis bon, ça c'est... Donc moi je reviens là à ce que monsieur... Mathieu. Non, de l'IPSO... Paquet, Gilbert Paquet. Non, de l'IPSO, Vladimir de Tézier. Vladimir de Tézier. De Tézier. De Tézier. Le désir. Le désir. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, c'est ça, moi, ça m'a amené à réfléchir, puis je me dis, puis bon, j'entends souvent Thierry qui dit, justement, là, qui vient de parler du référendum et toutes ces choses-là, et puis donc, pourquoi nous, on est ici, puis on dit non, pas de référendum encore, non, pas de momentum, pas ci, pas ça. Et puis, moi, ce que je crois comprendre, c'est que c'est une urgence, là, et puis, la raison pourquoi je suis ici, c'est parce que je ne fais plus nécessairement confiance dans toutes ces vieilles structures-là. Donc, ce que M. Vladimir disait, c'était que c'est à cause de ces divisions-là, c'est à cause qu'on ne voit plus on n'utilise pas à son maximum ces structures-là et puis on ne s'unit pas dans ces structures-là. Et puis moi, la raison pourquoi je suis à mars 2011, c'est parce que sinon, j'aurais ma carte de Québec solidaire où je me présenterais député, Parti québécois, tu sais, je ne viendrais pas ici discuter puis faire des allocutions et tout ça. Donc, la vraie raison, c'est un constat évident, à un certain moment, l'année passée, pendant l'hiver, où j'ai compris que l'opposition n'avait pas de pouvoir, qu'il y avait beau avoir je ne sais pas combien de sièges, que ça n'influençait pas la Chambre. Donc, les libéraux avaient assez de sièges pour dire c'est la ligne de parti. À partir de là, il n'y a plus de parlementarisme, il n'y a plus vraiment rien. Là. Ils se ramassent une gang, ils jasent, ils disent on fait ça, puis on joue une comédie
à la Chambre d'Assemblée. Tu sais, c'est pas compliqué. Moi, je vois ça comme ça. Donc, on a beau se retrouver dans des assemblées de députation par comté, et on a beau appeler notre député. Moi, j'entends tout le temps ça. Il n'y a pas assez de gens qui appellent leurs députés, il n'y a pas assez de gens qui mettent de la pression sur leurs députés. Et puis, tu sais, moi, je m'en vais jamais dans ce sens-là, et je crois beaucoup à le pouvoir de la pression citoyenne et du rapport de force, parce que je sens que ça prend une structure extérieure très organisée qui met de la pression sur ces institutions-là et qui met de la pression sur le parlementarisme québécois et tout ça. Mais je sens pas que... je sens que justement, quand le NMQ dit on va mettre de la pression sur les partis politiques, on va amener des nouvelles idées, ça, je trouve que ça fait du sens. Ce qu'on fait ici avec les vigiles et l'intention de coaliser les vigiles, ça, je trouve que ça fait du sens. Le gouvernement provisoire, ça fait du sens. C'est-à-dire que c'est toutes des structures extérieures où les gens s'associent et puis amènent des nouvelles idées. Et puis, à un moment donné, quand il va y avoir coalition de ces idées-là, à un moment donné, il va y avoir de la pression sur les institutions qui existent. Et là, à partir de là, on va pouvoir envoyer quelqu'un dans ces institutions-là et représenter ce que ces mouvements-là revendiquent. Donc, j'avais un article qui, justement, a été écrit le 19 février 2011, la journée de la vigile à Québec, la première vigile qui a eu lieu devant l'Assemblée nationale, par Louis-Gilles Francoeur. Et puis, c'est vraiment un article qui me convainc, moi, tranquillement, de me dire que ça prend une structure extérieure pour faire de la pression. Donc, au moment où le monde arabe se mobilise pour accéder à la démocratie en Occident, plusieurs se demandent si elle existe encore. Le système de représentation démocratique par élection à intervalles réguliers est-il devenu une astuce commode permettant à une oligarchie politico-économique de mener le bon peuple par le bout du nez, tout en augmentant son pouvoir et sa richesse? En Amérique du Nord, la simple recherche de l'intérêt public est devenue une position retranchée de la gauche, alors qu'il y a quelques décennies, c'était une position centriste. Plusieurs auteurs définissent aujourd'hui l'objectif de la démocratie non plus comme la recherche de l'intérêt général, mais plutôt comme la défense des droits individuels, la justification des inégalités que la démocratie était aussi censée niveler. Ce glissement se traduit par une désaffection envers l'État et la classe politique dont on craint souvent intuitivement la collusion avec les grands bons du privé. La nouvelle oligarchie qui dicterait à l'État ses orientations au moyen des plantes dorées réservées aux commis serviles, là on parle des libéraux, par le jeu de ce qu'on appelle les portes tournantes. Certains politicologues, on parle de l'Assemblée nationale au complet, en tout cas moi à mon avis. Peut-être pas qu'à dire, même à ça, même qu'à dire. Des plaques tournantes. Certains politicologues en sont venus à écrire qu'un bon politicien, c'est quelqu'un qui se demande jusqu'où il peut aller entre les élections au profit de ses bailleurs de fonds sans risquer d'être défait au prochain test électoral. Pour Louise Vandelac, directrice de l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal, tous les exemples récents au Québec, dossiers de la construction, nomination des juges, gaz de schiste, amiante ou pétrole anticosti, témoignent de la puissance des lobbies sur la sphère publique. Donc, glissement généralisé. Le glissement est général, ajoute-t-elle en donnant comme exemple la réduction de l'impôt des sociétés qui coïncide avec l'augmentation des inégalités financières et sociales, l'augmentation des risques pour la santé publique et l'environnement. Même la recherche universitaire s'en ressent, dit-elle. Tous les grands fonds subventionnaires sont maintenant sous la responsabilité des ministères à vocation économique, autant à Ottawa qu'à Québec. Et de plus en plus, l'allocation des fonds obéit à la règle des partenariats avec le privé, ce qui privilégie certains secteurs aux dépens des sciences humaines et sociales, par exemple. Cela correspond, ajoute Louise Vandelac, à la tendance d'appropriation par le privé de biens collectifs publics, comme les ressources naturelles et même des services publics. C'est une tendance lourde qui a des conséquences évidentes sur la vie civile, politique et même universitaire et qui pose ultimement la question de ce qu'il advient de l'intérêt public. Cette situation est vécue comme une trahison par ceux qui valorisent encore la démocratie traditionnelle, où le peuple élit des représentants censés défendre en priorité l'intérêt général dans le cadre d'élections libres de manipulation par des professionnels et animés par des médias indépendants dans lesquels les oppositions pourraient s'affronter dans un débat public valorisant les arguments. Donc un peu comme ce qu'on fait. Pour Marcel Gauchet, dans La démocratie d'une crise à l'autre, la démocratie représentative est historiquement victime de son succès contre les régimes totalitaires. Encouragée à se développer dans les années glorieuses, cette démocratie écrase aujourd'hui, écrit-il, sous
écrase aujourd'hui, écrit-il, sous le poids d'un pouvoir exécutif croissant. Mais la population qui a bénéficié du développement de l'État-providence n'a pas vu aujourd'hui qu'on la détourne progressivement vers la défense des droits individuels, l'assise de la méritocratie qui justifierait la position dominante de la nouvelle oligarchie. Donc le rejet de la contestation. Hervé Kempf, auteur du récent livre « L'oligarchie, ça suffit », soutient en entrevue au Devoir que la démocratie en Amérique est tellement malade qu'il n'y a presque plus de pensée critique solide, substantielle qui se rend sur la place publique. Ce qu'on essaye de vaincre ici. La démocratie nord-américaine se présente pourtant comme le standard international parce qu'elle permettrait un niveau de vie démocratisé, mais elle oublie que ce niveau de vie est devenu une impasse écologique et sociale totale parce qu'il n'y a plus de vraie démocratie. Obama a dû abandonner sa réforme fiscale, le nouveau Congrès pourrait malmener sa maigre réforme du système de santé et il est ligoté par le Congrès sur la question du climat. Et une parenthèse, il y a à peu près 5 lobbyistes par membre du Congrès ou je ne sais pas combien, à coups de milliards. Là. Pour plusieurs politicologues et philosophes, comme Jacques Rancière le précise dans la revue Philosophe, février 2011, la démocratie comme idée du pouvoir de tout peut disparaître sous une forme douce, se dissoudre dans ces oligarchies tempérées que nous connaissons en Occident. Beaucoup d'éléments sont réunis pour cela, la pression croissante du gouvernement économique mondial, la réduction de la scène politique au concours pour le choix du dirigeant suprême. Donc la semaine passée, hein, c'était Marois, c'est qui? C'était de blâmer qui c'est qui était pas riche, qui c'est qui était humble, qui c'est qui était parfait. La tendance à criminaliser les mouvements sociaux a ramené grèves et manifestations à des rituels strictement réglés et rejeté toute contestation des formes dominantes du côté du sabotage et du terrorisme. Donc, on entend souvent dans les médias qu'on est des radicaux. Tu sais, je ne sais pas si vous avez entendu Jean Lapierre là, qui disait que c'est pas une... je sais pas qui, en tout cas, quelqu'un qui a dit une pétition de 77 personnes, de 77 radicaux qui vont avoir une incidence sur la politique au Québec et tout ça. C'est Jean Lapierre qui a dit ça, bon. Et donc, pour manifestation antidémocratique, quoi. Pour Éric Monti, directeur du département des sciences politicologue à l'Université de Montréal, les choses ne se passent pas si mal. On déléguerait trop aux experts qui ne sont pas plus neutres que n'importe qui. La solution passe par des débats publics ouverts, lesquels sont malheureusement perçus dans la société comme des facteurs de chicane et de division. Donc moi, j'ai déjà entendu l'avocat, je pense, qui a amené à la Cour internationale, comment il s'appelait, le gars au Chili, là, Pinochet. Bon, cet homme-là, l'avocat qui l'a amené, qui a fait la prosecution de cet homme-là, cet avocat-là disait que la démocratie, c'est infini. C'est-à-dire que le combat se terminera jamais. C'est-à-dire que les gens pensent que ça va être réglé une fois qu'il y a l'indépendance, ça ne sera pas réglé, là. C'est que la démocratie s'arrête jamais, ça s'arrêtera jamais, même si on règle tous les problèmes au monde. C'est que c'est l'exercice qui compte de combattre les visions. La démocratie, ça se bâtit dans le rapport de force. Et en ce sens, c'est ça, et en ce sens, soutiennent d'autres auteurs, la démocratie est une chose impossible à fixer dans une forme définitive parce qu'elle est en constante évolution. Mais qu'en pensent les gens? Un sondage publié dans Philosophe nous révèle qu'en France, 49% des gens pensent qu'elle a reculé, alors que 32% disent qu'elle a ni progressé ni reculé. Seulement 14%, bon, ça c'est en février. Seulement 14% ont le sentiment qu'elle a progressé. Si les citoyens se sentent dépossédés de sa démocratie, c'est qu'il l'est, conclut l'analyse. Mais, surprise, le petit peuple ouvrier est plus progressiste que les technocrates en matière de défense de l'intérêt général. Donc 78% des ouvriers sont favorables au blocage de lois et projets dangereux pour l'environnement par un comité scientifique, contre 74% des cadres. 78% des employés seraient favorables à des comités populaires dans les localités, contre 67% des commerçants et des chefs d'entreprise. 72% des ouvriers sont pour l'instauration d'un salaire maximum, contre 44% des cadres. Donc, Marc Chevrier enseigne notamment l'histoire de la démocratie au département de sciences politiques l'UQAM. Dans le foyer de la démocratie, à Athènes, dit-il, l'élection était un mécanisme jugé élitiste, parce que les plus connus et les plus riches avaient plus de chances de se faire élire. L'élection servait à choisir les oligarques sur la base de leurs compétences particulières, comme les généraux, le responsable des eaux. Périclès a été été élu général 15 fois. Par contre, la démocratie qui était à la base du pouvoir du peuple était le résultat d'un tirage au sort et de la rotation obligatoire dans les postes publics.
Donc il faut attendre au 17e siècle, dit-il, pour que l'élection devienne synonyme de démocratie comme aujourd'hui. Mais encore là, nuance, en Angleterre, perçu comme tu parlais de l'Angleterre tantôt, perçu comme le foyer de notre démocratie contemporaine, pendant longtemps, le nombre d'électeurs n'a pas dépassé les 3000 personnes dans le Canada uni de 1850. 13% seulement de la population avait le droit de vote. On se serait méfié d'un gouvernement élu par une populace ignare. Donc c'est surtout avec la naissance des États-Unis que l'élection est devenue synonyme de la démocratie comme on la conçoit aujourd'hui. Donc, dans la plupart des modèles étatiques, on a continué de miser sur une élite contrôlante avec des sénats et des chambres des lords, pour mettre les pays à l'abri des humeurs de la foule. Donc, le problème aujourd'hui, explique ce politicologue, c'est que le pouvoir formel, censé incarner l'intérêt public, s'est laissé et se laisse encore déborder par d'autres pouvoirs informels, dont certains très puissants, comme les pouvoirs économiques, quand on parle de Power Corp et toutes ces choses-là, des médias, on parle encore de Power Corp, et de la science. Donc même au niveau de la science, même au niveau on parle des organisations mondiales scientifiques et des grosses compagnies pharmaceutiques et des choses comme ça. Donc c'est à peu près ça. C'était la lecture de cet article-là. Pour appuyer un peu mes points, pourquoi que j'embarque pas plus qu'il faut dans les stratégies référendaires, toutes ces choses-là, puis pourquoi que je sens que... Donc c'est ça, c'est à peu près ça. Merci. Monsieur qui paraît plus, là. Hein? Monsieur qui paraît plus. Ah oui, donc là, c'est la parole libre. Si quelqu'un veut venir lancer des sujets ou des choses comme ça, il peut échanger. Allez-y. Alors, Thierry Vincent qui va reparler, juste pour inciter des gens à venir parler. Je vais réagir un peu. On rentre dans la partie débat là, de la vigile, on peut dire. Oui, si on veut, échange débat, parole libre, oui. Ben, c'est ça, l'impression que j'ai, parce qu'on a déjà discuté après Vigile de cette question-là, et puis on représente deux extrêmes dans ce débat-là, ouais. C'est-à-dire que pour toi, c'est les institutions sont bloquées, sclérosées par les oligarchies. Pour moi, il y a beaucoup de place que doivent prendre les citoyens, et il y a une éducation, et bon, moi, je clame plein de choses ici, là, je suis pas un représentant, je suis pas un exemple là, à suivre. Là. Bon, moi aussi, il faut que j'ai des croûtes à manger, puis j'ai une éducation à me faire, puis des choses à faire. C'est pas en tant que moralisateur, c'est en tant que quelqu'un qui est traversé par des idées, puis qui les transmet, puis qui s'écoute parler, puis dit « Ouais, moi aussi, il faudrait que j'essaye d'appliquer ça une fois de temps en temps. » Ceci étant dit. Donc, c'est ça, je pense que moi, je suis plus de l'opinion peut-être de Vladimir de Tézier. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'institutions et de systèmes qui sont en place, qui ont été mis en place à la suite de beaucoup de luttes antérieures, que ces endroits-là sont à peu près abandonnés, vides, sous-utilisés, et qu'il y a beaucoup d'éducation populaire à faire pour apprendre à se servir de ces machines-là et apprendre à les construire. Mais tout ça, c'est toujours la même chose. Je revenais avec l'exemple tout à l'heure. C'est une question de où est-ce qu'on en est dans notre sensibilité. Est-ce que là, ça va mal, Charest, là, il pourrit le Québec au complet. Ce n'est plus le temps d'avoir des espèces de caprices. Et puis, rallions-nous contre l'opposant de Charest et balayons Charest une fois pour toutes. Et là, c'est ça, oui. Mais c'est ça. Mais la question, c'est est-ce que la population a cette espèce de sentiment de panique-là? Est-ce qu'on peut transmettre le sentiment de panique à la population? Est-ce qu'on peut livrer des informations à la population pour que les gens disent « Oh mon Dieu, ça va encore plus mal qu'on pensait ». Donc, que le monde commence à trembler un peu et puis que là, ça bouge. Et que oui, il y a une destitution de Charest. Je suis d'accord avec l'idée de pousser Charest dehors. C'est l'image de la destitution et puis on pourra revenir une autre fois. La même chose au niveau des institutions démocratiques. C'est personnel. C'est-à-dire, moi, je sens pas... Oui, je suis d'accord que c'est les oligarchies, il y a des contrôles, il y a du lobbying et tout. Mais je pense qu'on vote beaucoup avec notre portefeuille aussi. Et je pense qu'on donne beaucoup de pouvoir à ces machines-là parce qu'on achète leurs produits, et avant tout, parce qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe et on n'a pas d'éducation sur ces affaires-là. Il faut s'éduquer et tout ça. Et la dernière chose, c'est que si le citoyen veut le pouvoir et qu'il prend le pouvoir, il faut qu'il se dise qu'il va devoir travailler à assumer le pouvoir. Et on est dans une culture de la paresse. On est dans une culture du moindre effort. On est dans une culture du pré-mâché. Et il faut
commencer à dire, écoutez, là, c'est le fun quand c'est dur puis c'est rough un peu, là. Tu sais, ça vaut la peine. Et puis, quand vous l'avez facile, commencez à vous méfier. Il y a quelqu'un qui a pré-mâché pour vous le donner déjà pré-mâché, ça sert ses intérêts. Donc, commencez à dire, oups, je suis rentré trop facilement dans cette maison-là. C'est l'indépendance, c'est un effort. Ben oui. Oui, je vais dans ce sens-là aussi. Vas-y, Charles. Ben c'est ça. Pour aller dans ce sens-là, oui, OK. Et donc, moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est qu'il y a beaucoup de... Bon, c'est aussi l'idée du chevalier seul, là, ce que j'exprimais à plusieurs reprises, c'est l'idée de la personne qui veut s'auto-dépasser, qui fonctionne selon sa propre performance, qui essaie de battre son propre corps, etc., etc. Puis ce que je dis, c'est tu sais, les gens là, qui arrêtent pas de dire « Moi, je tripe sur les sensations fortes. » Moi, j'aime ça me pitcher en bas d'un avion pour faire du parachute. J'aime ça grimper, escalader. J'aime ça faire le tour de l'île, etc. Je veux dire, ils font des efforts, puis ils se dépassent, puis ils travaillent fort, puis ils ont du fun à faire ce qu'ils font. Mais est-ce qu'il y a un résultat politique? Est-ce qu'il y a un résultat pour l'avenir de ses enfants? Est-ce qu'il y a un résultat? Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que c'est quand même... C'est pas une culture paresseuse. Moi, je dis pas qu'elle est paresseuse. Moi, je dis qu'elle est bien ficelée pour faire en sorte que chacun relèvent leurs propres défis, soit les mettre à la barre, le trip individualiste, là, de dire c'est moi qui décide de tout ce que je fais et je dépasse mes records, et le réflexe de se mêler à la collectivité, de se mêler à quelque chose de collectif n'est pas établi. Mais les efforts sont là. Moi, je crois pas à ça, cette société paresseuse. Moi, je sens que le gars qui se pratique au bowling à tous les soirs, il travaille fort, mais c'est juste qu'il joue au bowling. Ben, c'est ça. C'est ça qui est bon, qui est fatigant et tout dans la formule débat, pas débat, et puis comment, parce que moi je suis là puis j'ai plein de réponses qui me viennent, je veux les dire. Mais oui, la personne qui fait des efforts physiques a des résultats physiques. Tous les deux devant la caméra. Non, parce que là, ça va finir comme la semaine dernière. Oui, je sais. Bon, et il y a des résultats physiques. Et je pense que non, il y a effectivement, et il y a beaucoup de mouvements qui se font sur l'effort physique et qui sont des mouvements salutaires aussi. Sur la question de se développer physiquement. Mais, et là, c'est ça, là, mélangeons pas tous les trucs. Là. On peut parler de performance, quelqu'un qui est performant à son travail, à son boulot. Oui, là, mais est-ce que cette performance-là est là au niveau de la démocratie, est là au niveau du collectivisme? Ben, c'est ça que je dis. Mais la personne n'est pas paresseuse, elle se repose de sa performance au travail. Non, elle est paresseuse sur le plan de la démocratie et de l'exercice politique. Je veux juste spécifier, c'est-à-dire que là, on est dans l'argutie un peu, je suis désolé, c'est-à-dire que oui, il y a une culture de l'effort, oui, ça fait du mal, ça fait du bien, Nautilus, tout ce que tu veux, mais c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est l'effort au niveau d'obtenir des pouvoirs politiques et l'effort du citoyen à être dans la démocratie. Ça, c'est pas là. Ça, c'est la paresse. C'est tout ce que je veux dire. Oh! Juste dire un petit mot. Moi, je pense que... Madame, il faut dire votre nom puis parler fort. Ah, Isabelle Gérin-Lajoie, Hochelaga Maisonneuve. Encore plus fort? Un petit peu plus. Ah oui? Un petit peu plus proche. Donc, ben moi, je pense qu'il faut vous impliquer, il faut s'impliquer chacun individuellement dans des projets collectifs. On a beau faire du parachute, ça nous rapporte seulement à nous-mêmes. Par contre, si on s'implique dans les comités d'école, si on s'implique dans des partis politiques, si on s'implique n'importe où, dans des groupements, c'est ça qui va faire un pays. Parce que c'est l'effort de chaque individu qui va faire qu'on va être un très beau pays. Et je pense qu'on a toute la force pour le faire. Il suffit de mettre l'épaule à la roue. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas des grands mots, c'est simple et c'est faisable. André Lepage. Je suis peut-être de plus âgé comme vous aussi. Là. Je me souviens de l'avènement du Parti québécois, son élection en 1976. Et comme militant, et il doit y avoir plusieurs qui se sont dit aussi, le Parti québécois est là pour appuyer monsieur. On s'est assis et on a dit ils vont nous emmener à l'indépendance. Puis pendant ces 30 années-là, j'ai milité. J'ai fouillé dans ma poche, j'ai donné des dons au parti. Puis jusqu'à aujourd'hui, je me demande
le parti nous a foiré dans les mains, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais l'indépendance, ça m'a tout l'air qu'ils l'ont oublié. En plus de l'avoir oublié, ils ne l'ont pas enseigné. Ils ne l'ont pas expliqué. Combien de fois qu'on a dit « Ah, le Parti québécois devrait en parler. » Mais moi, ce que je sais, c'est que je reproche au Parti québécois. Aujourd'hui, je me demande aux prochaines élections pour quel parti je vais voter. Et je me dis, je vais voter pour le parti qui va dire on va faire une déclaration d'indépendance par un vote des députés élus à l'Assemblée nationale. Tout ça accompagné par une commission constituante pour faire la Constitution du Québec qui sera adoptée ultérieurement par le peuple. Merci. Bravo. Je voulais ajouter à ça, tu sais, souvent on dit ça, qu'il n'y a pas eu grand effort, qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait. On oublie qu'il y a 9 ans là, de gouvernement libéral qui sont au pouvoir. Que ce 9 ans-là, il a servi juste à appauvrir les ressources, changer les programmes d'éducation, jouer dans les régies régionales, les hôpitaux et tout ça, foquer encore plus le système de santé. J'ai fait les petits amis. Tu sais, dans le sens où je crois que les gens, je pense que c'est une réaction normale que les gens ont d'oublier un peu tout ce qui s'est passé dans les 9 dernières années et d'oublier à quoi ça ressemblait en 2000 ou en 2002 là, quand Charest a été élu. Parce que quand ils sont rentrés, là, ils ont sabré dans toutes sortes de ressources puis ils ont changé les programmes d'éducation. Donc à partir de là, je veux dire, quand on dit que c'est pas enseigné et tout ça, et je veux dire, ils ont joué avec les programmes de morale et tout ça. Moi, j'apprenais ça en morale, là, je veux dire, au secondaire. Et puis, il n'y avait pas ou dans mes cours d'histoire, mais il n'y avait pas un nouveau livre qui est sorti sur l'histoire, qui parle de l'histoire du monde, avec un petit chapitre sur les Autochtones, un petit chapitre, quasiment l'histoire de Pocahontas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ils ont travaillé fort dans les 9 dernières années à ce qu'on en soit rendu à ce constat-là, que le PQ n'a rien fait, pis ça, qu'on oublie tous les efforts qu'eux faisaient avant. Je veux dire, ils se sont quand même rendus jusqu'en 2000, ils ont quand même réagi là, à Dion, puis ils ont dit correct, ben voilà une constitution, tu sais, puis tu sais, c'est quelque chose, je veux dire. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on plante ce qu'on vit depuis 9 ans sur le Parti québécois, là, je veux dire, faut jamais oublier ça. Là. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, la stratégie libérale de parler sans arrêt de ce que le Parti québécois a fait de pas bien, à force de le répéter, à force d'être dans les journaux à chaque jour, à force d'être à la télévision à chaque jour, à force que les commentateurs aient la main mise sur les discussions, les entrevues là, et le débat en tant que tel, ben, c'est rentré dans la tête des gens. Là. Et puis là, en ce moment, on se retrouve avec des gens qui viennent ici et qui disent que le PQ a rien fait et que c'est à cause du PQ. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on l'oublie là, depuis les 9 ans de Charest. Là. On oublie les 9 ans de Charest. Je veux dire, la raison pour laquelle on est ici, c'est chialer contre Charest. Tu sais, excuse-moi. Charest, faut pas oublier, il n'y a pas besoin de faire de l'enseignement de rien. Tous nos médias nationaux sont derrière lui. Quand est-ce qu'ils vont parler d'indépendance dans nos médias, même le Journal de Montréal, la presse on n'en parle pas. Comment ça se fait? On n'a jamais entendu parler dans les journaux de cette ville ici. On n'a pas fait de coup de presse. Non, mais ça aiderait. On en parle sur Vigier, on en parle, vous avez accès d'Internet, on en parle sur Facebook, on en parle partout. Il doit sûrement y avoir un journaliste. Ben oui, Lisette Lapointe, elle parlait de Cap sur l'indépendance, elle parlait des mouvements de fond. Mais elle a effectivement pas parlé de nous autres. Tout à l'heure, j'ai dit que lors de l'élection de 1976, les nationalistes, les militants, nous sommes assis sur notre carrière. On a dit le Parti québécois, on va laisser le Parti québécois. Puis on l'a laissé faire pendant presque
30 dernières années. Aujourd'hui, on se réveille. Vous savez, mars 2011, il y a le mouvement, le nouveau mouvement pour du Québec, puis MNQ, Cap sur l'indépendance. J'ai applaudi ce mouvement-là. C'est bien. Bon, de retour. Jean-Claude Sylvain-Gay. Alors, il y a des questions qui sont abordées ici, très intéressantes. Où doit aller le PQ? Et Mme Marois. Avant de jeter la pierre à Mme Marois, Elle a déjà reçu le rocher. elle a reçu beaucoup. Elle a déjà reçu le rocher. Oui, oui, elle a reçu toute une fondation. La pierre, ils ont déjà garoché sur pierre. Effectivement, l'éboulement, c'est... Oublie pas, il y a une juge qui a blâmé la police parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un sac de pierre qui lançait. Puis elle a dit à la police qu'il n'y avait pas d'affaire à fouiller un sac. OK. OK. La pierre. Bon, Il y a un juge. je ne suis pas un fan, un inconditionnel de Mme Marois, mais je respecte une chose. Je respecte le travail, l'acharnement, le sacrifice que cette femme a fait pour son pays, pour son peuple, pour elle-même, sa famille. La maison. Non, mais pour son parti. Pensez-y. 30 années. Une trentaine d'années à être dans le mouvement indépendantiste, souverainiste, à côtoyer les Lévesque, Parizeau, Johnson, Bouchard, Landry, tous ces géants, d'une certaine manière, tous ces grands. De Johnson un petit peu moins, car le beau risque a été une belle connerie. Mais bon, peut-être que on voulait relancer à l'époque, on n'était pas dans l'actif. Et souvent, c'est ça qui est le problème dans notre mouvement, c'est que nous réagissons au lieu d'agir. Nous défendons au lieu d'attaquer. Et que doit faire le PQ? Eh bien, Mme Marois, ce que vous devez faire, c'est de prendre l'offensive. C'est d'arrêter tout simplement d'esquiver les attaques, mais attaquer. Attaquer Legault, attaquer Charest, et surtout Charest, sur son bilan désastreux de dilapider, de brader les ressources naturelles, qui ne veut pas répondre à une commission d'enquête sur la construction. Nous voyons beaucoup de constructions ici à Montréal et beaucoup de dépenses publiques. Cette facture va nous retomber. Et ça, c'est un débat qui devrait être soulevé. Cette facture qui sera pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, l'avenir de notre peuple. L'immense dette qui augmente, alors qu'il devait faire le ménage, alors qu'il devait assainir les finances publiques. Peut-être pas nécessairement jeter tout le monde à la rue, mais simplement mettre de l'ordre là où il le faut, là où on doit le faire, là où il se perd beaucoup d'argent, là où on gaspille énormément. C'est cet appel que nous faisons ici. Cet appel de colère. La colère du juste. La colère qui se réveille. Le peuple en a assez de se faire voler. De se faire voler par Ottawa. De se faire voler à Québec. Car ils sont irresponsables. Ils gèrent notre argent comme ils gèrent leur argent. La nôtre. Ce n'est pas la vôtre, messieurs d'Ottawa, messieurs de Québec. C'est la nôtre. C'est l'argent collectif. C'est le travail de toute une population, de tout un peuple. C'est le travail, notre travail, qui nous vole. C'est cela que vous devez parler, Mme Marois. C'est comme ça que vous devez le faire. Vous devez réagir avec colère, avec froideur, calcul. Vous ne devez pas vous sentir faible, vous sentir diminué, vous sentir moindre que les autres qui ont été avant vous. L'évêque était un grand homme, un grand démocrate.
Mais il a aussi eu des défauts et des faiblesses. Il a aussi failli. Ce n'est pas... C'est humain de faire des erreurs, de faillir à l'occasion. C'est humain. M. Parizeau a été humain au 30 octobre 1995, le soir du référendum. Qu'on le veuille ou non, il a réagi de façon humaine. Maladroite, peut-être. Il a pour lui-même repris, ou il a subi l'échec de façon personnelle, alors que ce n'était pas un échec. La lecture était mauvaise. Elle était leurrée par le résultat. Alors que nous avions avancé, alors que nous avions passé en 15 ans de 40% à presque la victoire. Et quelques années plus tard, nous avons su que la victoire a été volée frauduleusement par l'argent, de l'argent et de la manipulation de ces gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent se bâtir une autre vie ici, qui se déracinent de leur milieu, de leur famille, de leur pays, pour se faire une nouvelle vie. C'est ça, la tristesse de notre histoire actuelle. C'est d'avoir abandonné le combat. C'est d'avoir tout simplement renoncé à se battre. La défaite du Bloc québécois est une défaite pour, non pas le mouvement, mais pour une direction qu'avait empruntée M. Duceppe et sa suite. La direction qu'il avait empruntée, une direction de défense des intérêts du Québec, une direction qui ne menait qu'à défendre et qu'à se replier sur donc les différents pouvoirs que le Québec que le système fédéral nous octroie en tant que province. Et avec Ottawa qui de plus en plus s'immisce dans les compétences, dans les juridictions provinciales, les juridictions à Québec, il y a péril en demeure. Beaucoup pensent que nous sommes à minuit moins quart. Pour ma part, je pense que nous sommes à minuit moins une. Et certains pensent que nous sommes carrément déjà arrivés trop tard. Minuit et quart. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Qu'est-ce que nous devons faire avec le Bloc? Eh bien, le Bloc doit être utilisé pour ce qu'il doit faire et pour qu'il a toujours été une grande coalition rassemblant tous les souverainistes, nationalistes, indépendantistes. Tous ceux qui en ont marre de ce système qui nous vole, qui enlève le fruit de notre travail, ici, au Québec, qui nous accusent de racisme, qui nous accusent de vouloir protéger notre langue, notre culture, de vouloir pérenner dans l'histoire que nous appartenons aussi à l'humanité, ce peuple et ces nombreuses nations qui l'habitent, habitent ce Québec que nous voulons libre. Eh bien, Mme Marois, vous pouvez aussi attaquer M. Legault. M. Legault qui a fait un rapport financier, un rapport de l'an 1, un Québec indépendant. Après l'indépendance, les finances publiques. Vous pouvez l'attaquer également sur beaucoup d'autres choses. La construction, mais aussi l'idée de faire une enquête sur ce que nous avons perdu à la Caisse de dépôt et de placement. Ça n'a pas été dit. 40 milliards. Oui, on a fait une enquête publique. Bon, il y a eu une commission, mais cette commission était contrôlée par qui? Les libéraux. Les libéraux sont au pouvoir. Qui a changé le mandat de la Caisse de dépôt? Jean Charest, pour avoir les nominations dans son bureau et non pas à l'Assemblée nationale, comme c'était avant. Avant l'arrivée de Charest, la Caisse de dépôt avait un rendement exceptionnel, reconnu par le monde. Après Charest, ça a été la liquidation de son patrimoine, financier, de son patrimoine, je parle des immeubles immobiliers.
ce patrimoine qui était à nous. N'oublions pas que Place Ville-Marie appartenait à l'État québécois. Ce qui ne faisait certainement pas plaisir à des investisseurs privés qui se trouvaient avoir un concurrent féroce dans les loyers, d'affaires, les loyers très payants pour eux. Et donc, Charest a fait la sale besogne d'enlever à la Caisse de dépôt et donnant l'ordre à M. Rousseau, qui n'a pas eu le choix d'obtempérer. Et maintenant, avec Sabia, merci. Avec Sabia, eh bien, l'œuvre étant de dilapider maintenant tout le capital, les ressources que nous avions ramassées avec l'effort et le travail de beaucoup de gens qui ont cru à cette grande institution qui était la Caisse de dépôt et de placement et qui est encore aujourd'hui un levier possible d'émancipation et de liberté pour les Québécois. Alors que faire? Eh bien, c'est avec le Bloc prendre d'assaut le terrain. Le Bloc québécois, il ne faut pas le laisser tomber. Il faut l'investir. Le 2 mai, nous avons peut-être perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Si nous changeons de stratégie, si nous changeons, si nous revoyons ce que nous avons fait avant et nous changeons certaines habitudes, nous pouvons reprendre le terrain de l'éducation populaire, le terrain que nous avons laissé à nos adversaires par les médias. Évidemment, nous pouvons contourner les médias avec de nouvelles façons de faire ou d'anciennes qui ont très bien marché. Je pense au porte-à-porte, je pense aux conférences d'assemblée de cuisine. Nous pouvons en faire également avec les médias, maintenant avec les médias sociaux. La technologie est là, nous pouvons le faire. Nous pouvons définir la République en se rassemblant et en reconstruisant la parole, refaisant l'Assemblée citoyenne. Ce qu'il y a eu dernièrement, dimanche passé, est extraordinaire. J'applaudis l'initiative. Mais n'oublions pas qu'il faut être réaliste et que nous devons établir d'abord et avant tout un rapport de force avant d'initier quoi que ce soit dans l'avenir. Et ce rapport de force doit être institué par le Bloc québécois, car il est en dehors de la politique provinciale, politique au Québec. Je dis provinciale parce qu'en ce moment, c'est une province que nous avons. Malheureusement, gérée par des gens qui n'en ont rien à faire de la nation, qui n'en ont rien à faire de ce peuple qui aspire à la liberté et à l'indépendance. Merci. Un peu long. Je répondais à vous. On n'a pas vraiment eu le temps de discuter. Là. Je ne sais pas si vous êtes pressé de partir, si vous voulez que ça se termine, mais moi je parlais au début qu'il faudrait un peu qu'il va falloir changer la déclaration. Là, je discute avec Sébastien qui a écrit le texte de la déclaration avec d'autres gens. Et puis nous, on va se concerter et puis finalement, on va se retrouver avec une nouvelle déclaration, un autre but de mars 2011 si on veut. Alors, je vais vous soumettre ça et puis réfléchissez. Réfléchissez-y pour la semaine prochaine. Et puis, moi, je vais continuer à faire l'exercice avec les initiateurs et les gens qui travaillent pour le mouvement. Donc, vraiment, l'idée, c'est de changer le destituer Charest. C'est vraiment ce mot-là. Alors, le reste, moi, je trouve qu'il fait du sens là, au niveau de la déclaration et tout ça, l'idée que c'est une mobilisation citoyenne infinie, etc., etc. Fait que ça, c'était toutes les idées là, que j'avais mises sur la table, inspirées, Luc Archambault, Sébastien m'en a donné une couple, et puis, je vous invite à en trouver d'autres. Faire en sorte donc, le but de mars 2011, c'est faire en sorte qu'il y ait des vigiles citoyennes partout au Québec. Bon, ça, c'est établi, et puis c'est sûr qu'on va le faire dans la structure, donc je sais pas si ça vaut la peine de le mettre dans la déclaration, mais ça, c'est certain qu'on va s'en occuper.
Réunir les citoyens québécois dans la rue pour un changement démocratique profond au Québec. Ça, ce serait le but de mars 2000. Donner un signal de résistance au peuple québécois. Faire acte de parole citoyen. Exiger la démission de Jean Charest au lieu de sa destitution. Donc, je sais pas si c'est quelque chose. Excuse-moi. Vous pouvez intervenir, oui, allez-y. Charles, Oui. c'est sûr que le mot destitution n'a rien à voir là-dedans. N'a pas d'affaire là. Ça n'existe pas. C'est pas un mécanisme. Dans notre système, ça n'existe pas. C'est le système de parlementarisme britannique. On n'est pas aux États-Unis. Il n'y a pas de mécanisme de destitution à moins de prendre d'assaut le Parlement et de le pendre. Okay? Fait qu'on oublie ça. Il ne sera jamais destitué. Donc, on peut, oui, il y a eu une pétition pour réclamer sa démission. Il y a eu 250 000 signatures. Ça ne donne rien. Alors, pour faire un constat, là, Non, mais une mobilisation dans la rue citoyenne pour exiger la démission au lieu d'une pétition. bon, on peut penser à ça. Je pense que des gens ont compris qu'une pétition, ils s'entorchent. Oui. OK? Oh, oui, ça, on a compris. C'est la pétition électronique la plus rapide au monde. J'ai des lettres avec la Guinness World Record Association, ils me l'ont dit. OK? Ils n'avaient jamais vu ça. Hein? On ne peut pas destituer un premier ministre avec une pétition électronique. Il faut passer aux élections. Mais aussi, je vais finir ma liste et ensuite vous pourrez faire des suggestions. Là. Donc le but de mars 2011, afficher la vérité de ce que nous sommes, c'est-à-dire le peuple québécois. Faire comprendre l'absence de démocratie par tous ceux qui la réclament. C'est-à-dire ça va dans le sens un peu de ce qui a été discuté la semaine passée avec Sébastien et tout ça, quand on parlait de se concentrer sur une chose. Mobilisation infinie pour la démocratie. Donc ça, c'est ça que j'ai mis là, sur le Facebook. Je ne l'ai pas mis encore sur la déclaration. Puis bon, j'attends d'écrire un article là, pour parler de notre processus démocratique. Et tout ça. Occuper notre territoire et reprendre possession du Québec, de ses ressources et de ses institutions. Donc ça, c'est le but de mars 2011. Ça, c'est certain que ça va rester, là, je crois. Établir une tradition québécoise de la prise de la parole citoyenne hebdomadaire dans la rue. Donc ça, c'est vraiment l'idée là, que ça se passe dans chaque village, dans chaque ville. Ça va un peu avec ce que j'ai dit au début. Créer un véritable rapport de force sur les institutions qui nous gouvernent. L'indépendance du Québec. Donc, le but de mars 2011, c'est l'indépendance du Québec. Et exprimer le mécontentement et l'urgence de changement démocratique vital à l'émancipation du peuple québécois. C'est à peu près ça les choses que j'avais en tête. Donc, je vous invite à réfléchir à ça, de suggérer ça sur le site web, d'y penser, d'envoyer des courriels et puis de nous revenir avec ça. Pendant ce temps-là, moi, j'attends un manifeste, une déclaration de Sébastien. Et tranquillement, je vais modifier le site et tout ça. Et puis, on va continuer jusqu'à temps que ce soit solide et qu'on soit tous d'accord avec c'est quoi le but de mars 2000. Oui, moi, je sais pas si... je dirais que le chandail soit... Moi, c'est juste pour la publicité parce qu'on a parlé aujourd'hui du vol de nos ressources. Avec le chandail, pour qu'il, s'il vous plaît, diffusez-le. Hein? Oh, puis c'est les politiques. Pour changer le mot destitution, démission, tout simplement Charest dehors. Nous avons eu le RQ qui a fait la fameuse pancarte William dehors. Ça dit ce que ça dit. Alors Charest dehors. Voilà. Dégage. Non, mais c'est parce que ce que je veux dire, c'est que si, admettons, tu te promènes sur Facebook et puis tu regardes le but de la cause ou si tu t'en vas sur Internet ou si tu jases avec quelqu'un dans le métro, c'est quoi, vers où vous voulez vous en aller? Si on le regarde et on dit Charest dehors, ben là, il répond ouais, mais comment? Fait que là, tu réponds Charest dehors, ça fonctionne. Donc, l'objectif de la vigile, c'est l'indépendance du Québec. OK. En tout cas, ouais, okay. Bon, c'est de travailler à l'indépendance du Québec. On a dans nos jambes Jean Charest qui est en train, comme tu l'as dit, de miner toutes nos institutions et tout ça. Et on ne parle pas d'affaires non plus. Là. Il est en train de bousiller toutes les institutions, tous nos droits, tous nos bébés de genre. L'objectif, les battre aux élections et utiliser toutes les ressources démocratiques qu'on a de disposition tant qu'on en a. Si on n'a plus, et que tu as raison, et qu'on n'a plus de ressources démocratiques,
On passera à d'autres modes, mais utiliser tous les modes démocratiques à notre disposition en attendant. Et il y a des élections qui s'en viennent. Charest va en proclamer très très vite, justement parce qu'il va essayer de jouer là-dessus. C'est tout faire. Et une élection, ça se gagne selon des stratégies très éprouvées de faire du porte-à-porte, effectivement, faire des téléphones, s'arranger pour transmettre le message et faire sortir le vote. Faire sortir le vote avant tout. Là. 40% de non-participation, c'est un des indices que ça va très mal. Donc, destituer Charest, moi j'aime l'image de destituer Charest si c'est une espèce de parabole. Si Charest, c'est l'espèce de petit démon sur l'épaule de chaque Québécois qui dit « fais rien, touche à rien, laisse faire, je m'en occupe, patati patata », il faut faire crac crac crac, tu sais, Charest, là, je veux plus rien savoir. Je suis d'accord avec l'image que si on en fait la quintessence de ce qu'on veut éradiquer de l'identité québécoise, oui, mais effectivement, comme disait Réal, il n'y a pas de mécanisme à part utiliser la violence physique pour le sortir de là. Mais il y a un mécanisme qui est très régulier, élection. Élection, élection, élection. On le bat aux élections et notre objectif, c'est essayer de pulvériser le Parti libéral, si on peut, écrabouiller le Parti libéral, faire en sorte qu'il n'y a plus de Parti libéral au Québec et qu'il y ait juste Québec solidaire, PQ, puis d'autres petits partis, Parti vert, n'importe quoi. Mais on n'en peut plus là, de cette affaire-là. Donc c'est ça l'objectif. L'objectif est légal, on a des structures pour faire ça, on peut le dire. On veut plus de libéraux et on veut écraboutir votre emploi. C'est un agent de Charest. Un agent libéral. Donc, on défonce les libéraux, on fait des élections et bon, pour répondre un peu à ce que Réal disait sur l'été 2011, qui est extrêmement déprimant, il faut essayer de regarder le côté optimiste. On est très atomisé. Ben, il faut voir ça, je le disais un peu la semaine dernière, comme tout est sur la table. On n'a pas commencé la reconstruction encore du mouvement. Il faut se dire, là, il faut commencer à regarder tous les morceaux du casse-tête et commencer à faire le casse-tête le plus vite possible. Et se dire, OK, c'est des morceaux de casse-tête, c'est pas une dispersion. C'est juste que là, il y a eux qui sont spécialistes de ça, eux qui sont spécialistes de ça, tout ça. Combinons tout ça et fonçons et défonçons. C'est tout. Je voulais dire quelque chose. Là, moi, je veux la déclaration. Ouais, je t'ai rendu à la déclaration. Ben, ce qu'il faut y aller, on n'a pas le choix. Charest est dans nos jambes, comme tu l'as si bien dit, Thierry. Et c'est essentiel qu'il faut se débarrasser d'abord et avant tout de Charest. Alors, la politique de la terre brûlée, puis de tout recommencer à zéro, ça a ses limites. Et puis, nous avons un immense travail à faire avant tout, avant les élections. Et les élections peuvent arriver très rapidement. Très rapidement. Charest a toutes les cartes dans son jeu. Il y a les médias avec lui. Beaucoup de médias. Peut-être tous. Mais il faut être vigilant à ce moment-là. Donc, c'est pas de l'étapisme que nous proposons, mais il faut être stratégique. Il faut savoir choisir ses combats et les mener à bon terme pour arriver à notre objectif ultime, un pays souverain. Merci. Donc, je vais lire la déclaration mars 2011 qu'on lit depuis un bout de temps. Et puis, j'ai pas une copie avec moi. Je sais pas si quelqu'un a une copie avec lui. Non. Bon, donc je vais la lire parce que je comprends mon inquiétude. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire, les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent, en décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, peut-être révoquer, Charest, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout,
Le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Bravo.